Bonsoir à toutes et à tous, et merci aux personnes qui se sont déplacées ce soir malgré le beau temps qui est rare en ce moment, et pour venir écouter Livio Boni et Sophie Mendelssohn, qui nous ont fait l'amitié de se déplacer à l'Institut pour cette rencontre. Que peut dire la psychanalyse face aux héritages de la colonisation? Vous développez tous les deux une analyse qui est au croisement de la psychanalyse, de l'histoire, de l'anthropologie, pour interroger l'actualité de la race dans nos sociétés contemporaines. Et vous nous proposez un livre qui s'appelle « La vie psychique du racisme », je reviendrai sur le 1 tout à l'heure, l'empire du démenti. J'ai laissé la petite fiche de la bibliothèque, voilà, que vous pourrez trouver d'ailleurs à la sortie de cette rencontre à la librairie Vent d'Ouest, voilà, qui se trouve en Namur pour le moment. Alors, Livio, tu es directeur de programme au Collège international de psychanalyse. Tes travaux portent sur la géohistoire de la psychanalyse, l'héritage du marxisme, les effets de la psychanalyse dans la pensée philosophique contemporaine, de Derrida, Butler, Badiou, et sur la ville comme champ psychique. Et tu as séjourné en 2018-2019 à l'IEA, en même temps que moi, d'ailleurs, j'ai eu ce plaisir, avec un projet initial de biographie de Gérine Drazekar, Bose, qui est qualifié par toi de premier psychanalyste post-colonial. Et dans mon souvenir, ta recherche s'est réorientée quelque peu pendant ton séjour, puisque je crois me souvenir que lors de ton séminaire, tu nous parlais déjà de Fanon et de Manoni, sauf erreur de ma part. Donc je pense qu'on peut situer en tout cas une partie des racines de l'ouvrage dans le séjour que tu as fait ici à l'Institut, mais peut-être que tu nous en diras quelques mots tout à l'heure. Sophie, tu exerces la psychanalyse à Paris, tu es à l'initiative de la constitution du collectif de Pantin, qui réunit des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres, des philosophes et des anthropologues autour des questions de race, afin d'engager la psychanalyse sur la voie d'un examen approfondi de l'énigme du racisme. Juste, tu vas nous dire quelques mots rapidement sur ce collectif de Pantin, mais je voudrais d'abord dire que tu contribues de manière très prolifique à différentes revues comme Critique, Psychanalyse, etc. Alors, ce collectif de Pantin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment il est né et ce qu'il fait? Je suppose que vous y êtes tous les deux, que si Sophie est à l'initiative, tu participes toi aussi, et que ce livre s'inscrit également dans la démarche du collectif. Donc, tout à fait. Ouais. Alors je pourrais situer ce collectif, la création de ce collectif, déjà par rapport à un lieu, donc c'est à Pantin, c'est dans le 93, c'est-à-dire donc la banlieue réputée à problème de la capitale, et il y avait une intention bien sûr à ce que la psychanalyse se décentre des lieux où elle est enseignée, pratiquée et puis transmise en général au centre de Paris. Ce collectif a répondu, en tout cas dans mes préoccupations et celles de quelques autres, au souci que la psychanalyse puisse intégrer des questions qu'elle n'avait pas intégrées jusque-là. La question du genre, la question de la classe ont fait l'objet dans l'histoire de la psychanalyse d'intégration ancienne. Pour ce qui est de la classe, je pense à l'école de Francfort par exemple, et bien avant même par le premier cercle des Freudiens, la question d'une clinique qui prenne en compte les enjeux de classe était déjà existante chez quelqu'un comme Reich par exemple. Et ça s'est poursuivi. La question du genre a été intégrée par la psychanalyse depuis, disons, une trentaine d'années
via principalement le monde anglo-saxon et la manière dont les politiques des sexualités ont été pensées autrement par des philosophes, des anthropologues, des théoriciens critiques dans le monde anglo-saxon, mais la question de la race et du racisme et leur fonction déterminante sur les formations de l'inconscient et de la subjectivité était en défaut de théorisation et aussi bien de conceptualisation que d'enjeux, de prise en compte des enjeux cliniques dans l'espace français métropolitain. Alors le souci qu'on avait, c'était pas seulement disons d'entrer dans un concert un peu international en utilisant les théorisations critiques disponibles dans le monde anglo-saxon via les théories critiques de la race en particulier, mais il se trouve que aux États-Unis, en particulier en ce moment, Lacan et la théorisation lacanienne est très mobilisée par les universitaires des cultural studies, des gender studies, des critical race studies, comme un théoricien dont un certain nombre de concepts peuvent être mis à contribution pour avoir une pensée critique qui implique des enjeux sociologiques, des enjeux psychiques, des enjeux politiques, pour construire, disons, une possibilité de saisir la détermination inconsciente du racisme. Il y a beaucoup de recherches en cours qui ne se font pas tellement dans le champ de la clinique psychanalytique, mais plutôt dans des disciplines diverses des humanités. Donc il y a ça à notre disposition, mais il y avait aussi le souci dont on cherche à se servir, dont on se sert, mais il y avait aussi le souci de pouvoir partir de la situation proprement française, d'en retracer l'histoire, en particulier à partir de cet auteur qui a été clé dans cet ouvrage, qui est donc le psychanalyste français Octave Mannoni, qui avait passé 25 ans de sa vie dans le monde colonial français, de partir de l'impulsion qu'il avait donnée pour prendre en compte les effets du colonialisme et du racisme qui lui est consubstantiel dans les formations de la vie psychique, dans les formations inconscientes et dans les modalités de subjectivation à la fois subjective et politique, et cette impulsion initiale qui date de 1950, donc ça remonte quand même à plus de 70 ans maintenant, n'avait pas été suivi d'effets réellement à l'intérieur du champ psychanalytique, et du coup on avait le souci de se laisser interpeller par cet héritage laissé en déshérence et de reprendre les choses de là où on était nous, c'est-à-dire pas du tout dans la même situation que celle où était Mannoni en 1950, avant le moment des décolonisations, avant la perte de l'empire colonial français, et de se servir des réflexions qu'il avait pu construire à la fin de cette période coloniale pour mesurer la fécondité dans la période postcoloniale, qui est donc celle où nous, et c'est une autre source de la création du collectif de Pantin, celle où nous on se situe avec nos patientes et nos patients, c'est-à-dire un des points d'interpellation auquel ce collectif cherche à répondre, c'est ce que nous racontent nos patientes et nos patients dans nos cabinets respectifs ou dans les consultations publiques dans lesquelles on peut les rencontrer. Il y a eu une inflexion du discours, du récit de soi, disons, chez les personnes issues des immigrations postcoloniales, en tout cas liées à
l'histoire de l'empire colonial français. Il y a eu une inflexion dans les discours ces dernières années qui était, bon, je parle en mon nom, pour moi très interpellante, une autre manière de raconter et de chercher non seulement à connaître l'histoire qui avait présidé à l'arrivée et à l'installation en France des familles dont ces personnes étaient issues, mais aussi donc de se saisir autrement des narrations dans lesquelles ces personnes sont incluses, pas seulement à partir des récits familiaux, mais voilà, des narrations, disons, plus larges, culturelles et sociales, à partir desquelles ces personnes cherchaient à se positionner autrement dans cette histoire. Et donc, bon, ça, c'était notamment, ça passait par voilà des recherches un peu militantes, de récupération des éléments d'une histoire qui avait été un peu effacée, silenciée, à l'école aussi bien que dans les familles, et du coup à construire des outils à partir desquels penser cette position postcoloniale autrement que disons, enfin, en dehors des possibilités très très pauvres qui étaient disponibles jusque-là. Merci. Alors Livio, le livre a eu, je dois le dire, je le dis pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, vraiment un retentissement assez impressionnant pour un livre de psychanalyse. J'ai trouvé des recensions très élogieuses dans Le Monde, dans La Vie des idées, lecture, etc. Donc on parle d'un livre qui a été lu, qui a fait l'objet d'entretiens comme celui-ci aussi. Livio, l'ouvrage en fait remet à l'honneur ce psychanalyste un peu méconnu qui était Manoni, et le fait de dialoguer avec Frantz Fanon. En tout cas, vous le faites dialoguer avec Frantz Fanon. Comment est-ce que ça vous est venu à l'idée de mettre en présence ces deux personnalités, et en quoi ce dialogue est apparu particulièrement fécond pour répondre aux questions qui étaient les vôtres? Oui, avant de répondre à ta question, dans un instant, je répare de ce qu'elle vient de dire. Je vais dire un peu autrement ce que Sophie Mendelssohn vient de présenter, c'est-à-dire, en effet, l'enjeu général du livre était celui d'introduire la question de la race et du racisme dans la psychanalyse française, à partir du constat que cette question avait été mise de côté, marginalisée. Mais pour le faire, on n'a pas voulu juste nous mettre à la page de la littérature internationale qui existait déjà dans d'autres, notamment aux États-Unis ou dans le monde anglophone, mais il fallait répartir d'éléments internes à l'histoire de la psychanalyse française. Donc, d'une certaine manière, les livres se présentent aussi comme une archéologie de cette question dans la psychanalyse française. Et dans le cadre de cette archéologie qu'on fait, donc, il y a des séquences, mais des séquences qui sont discontinues, qui sont interrompues. Effectivement, Manoni joue un rôle clé, parce que c'était pour le simple fait qu'il a été le premier à tenter d'associer l'entendement psychanalytique à une analyse de la situation coloniale, d'une situation coloniale périclitante, parce que Manoni travaille à sa psychologie de la colonisation, à ces livres-là, autour de 1947, donc à une époque où on voit dans la deuxième après-guerre, à une époque où on voit à l'horizon se profile déjà la décolonisation, le monde colonial est en déconfiture, et le moment lui paraît venu de s'intéresser à la question coloniale en termes de relations. En termes de relations, et des relations qui sont destinées à perdurer aux décolonisations politiques. Donc, ce qui est intéressant chez Manoni, c'est qu'il envisage la situation coloniale en termes relationnels, et il s'interroge sur les formes d'intériorisation de l'autre qui vont survivre à la fin de la colonisation en tant que phénomène purement politique. Donc, d'une certaine manière, est déjà un auteur post-colonial, s'insère déjà dans cet espace-là. Et donc, il fallait
dois rappeler en effet que quand j'étais fellow ici, il y a entre 2018 et 2019, déjà j'ai travaillé sur Manoni, donc c'était une période qui correspondait grosso modo à la constitution du collectif des Pantans. Et donc tu poses la question sur Fanon et Manoni. Fanon et Manoni étaient amis, se connaissaient, étaient amis. Manoni avait enseigné pendant une période au lycée Schœlcher à Fort-de-France. Et c'était la période entre 25 et 32, si je ne fais pas erreur. Et donc, il s'était déjà, à cette époque, mélangé à la vie culturelle antillaise. Il avait, par exemple, participé à la fondation d'une revue de poésie, Luciole, qui est la première revue dans laquelle on écrit des poèmes en créole. On publie des poèmes en créole. Donc, c'était quelqu'un qui faisait déjà, donc il s'intéressait déjà au milieu culturel francophone non métropolitain et ce qui s'est passé autour de la négritude, des mouvements, etc. À Madagascar, quand il passe à Madagascar, au début des années 30, toujours comme professeur de philosophie, les milieux culturels sont beaucoup plus pauvres qu'aux Antilles. L'espace, il n'y a pas ces mouvements, il n'y a pas cette vitalité des mouvements littéraires, des mouvements avant-gardistes qui avaient caractérisé, qui étaient naissants aux Antilles, mais qui commençaient déjà dans les années 20. Et donc voilà, notre idée, c'était de sortir. Quand on s'intéresse en France au rapport entre psychanalyse et question coloniale, on a toujours Fanon. Mais il fallait sortir un peu Fanon de son isolement quasiment héroïque. On a une image quasiment héroïque de Fanon comme d'une œuvre, de cette œuvre concentrée dans une vie si courte, dans une expérience si intense, etc., mais qui d'une certaine manière serait un îlot et il fallait remettre l'œuvre de Fanon aussi dans un réseau. Psychologie de la colonisation de Manoni fait partie de ces réseaux-là. C'est-à-dire qu'en partie, les premiers livres de Fanon, Peau noire à masque blanc, est aussi un livre non seulement qui répond à Manoni, mais qui d'une certaine manière n'est possible parce que Manoni a ouvert cette voie. Et certes, Fanon prendra des positions critiques assez ouvertement critiques, assez dures vis-à-vis du livre de son aîné, mais d'une certaine manière, il se sentira autorisé aussi. Manoni avait inauguré un champ dans lequel Fanon a pu prendre la parole, et vice-versa, c'est comme ça du moins qu'on lit dans notre livre les rapports transférentiels, si on veut, entre Fanon et Manoni. Une fois que Fanon aura pris la parole, et c'est quelqu'un qui est un représentant du monde colonisé, qui prend la parole sur les aspects subjectifs de la décolonisation au nom des colonisés, et ben, ça autorisera aussi Manoni à se dessaisir de cette question. Donc, Fanon va aussi libérer Manoni de cette, et Manoni s'occupera d'autre chose. Deviendra un psychanalyste reconnu, important, c'est une figure importante de la psychanalyse française, mais il ne s'occupera quasiment plus de cette question, considérant que c'est Fanon, que son œuvre a servi à permettre à Fanon de prendre les relais. Et c'est seulement à la mort de Fanon que Manoni écrira un petit texte sur lequel on s'attarde pas mal dans notre livre, qui a ce titre intriguant, The Decolonization of Myself, en anglais, parce que d'abord publié dans une revue anglaise, mais il garde ce titre aussi dans la version française, et pour un texte en partie autocritique, où il revient sur son parcours, et dans lequel il reconnaît entre les lignes le fait, voilà, qu'il y ait l'importance qu'il a eu pour lui, ce passage des relais, cette prise de parole par Fanon, quitte à que se fasse contre lui, mais ça aura servi à cela. Donc, dans les livres, effectivement, on réenvisage, voilà, il s'agissait de remettre un peu en situation Fanon lui-même et de les sortir de cette solitude.
ce qui est une contribution historique vraiment importante pour l'histoire de la psychanalyse, évidemment. Alors je me tourne vers toi, Sophie, dans ce dialogue confrontation entre Manoni et Fanon, dans le fond, parce que Livio dit Manoni ouvre un champ qui permet à Fanon de prendre la parole, au point de laisser Fanon le critiquer, hein. Mais est-ce que c'est pas une manière normale de construire le champ scientifique quelque part? On construit toujours sur son prédécesseur, on critique, mais on garde aussi et on affine, on ajuste. Est-ce que c'est pas simplement ça qui s'est passé? Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu mieux en quoi leur approche nous apprend quelque chose justement sur le racisme et en quoi elles sont contrastées ces deux approches? C'est une question très large. Je sais pas si Livio te secondera s'il faut. Voilà. Bon, Livio a commencé un peu à répondre sur un point qui est essentiel dans l'apport de Manoni sur la méthode d'analyse de la situation coloniale qui ensuite va inspirer de manière un peu détournée Fanon, qui a son propre agenda et qui est déjà très clair tout de suite dès la publication de Peau noire, masque blanc. Mais donc effectivement, il y a une affinité évidente. Je pense que je suis pas sûre qu'on puisse dire que Manoni rend possible Fanon, c'est peut-être un peu je pense que Fanon a déjà derrière lui en 52 une trajectoire qui a ouvert des questions qu'il traite de manière très singulière, mais on peut quand même noter une chose, c'est que la revue Esprit en 1950 publie un article de chacun d'eux et que de manière démontrable et évidente, Manoni est une source d'inspiration pour Fanon, puisque dans son article, Manoni lui-même produit cette formule des peaux et des masques et de la manière dont la situation coloniale induit comme ça des jeux de dissimulation, de mensonges, de mensonges à soi, de mensonges aux autres, qui vont inspirer Fanon, ça c'est sûr. Pour revenir à l'apport de Manoni, qui est beaucoup moins travaillé quand même que celui de Fanon, qui est devenu un auteur clé des études postcoloniales et décoloniales, beaucoup plus largement que dans le champ psychanalytique. Et même il est lu d'ailleurs par bien d'autres que par des psychanalystes. Voilà, il est même assez peu lu par les psychanalystes. Son héritage en tant que psychanalyste est plutôt controversé et parce qu'il est psychiatre et pas psychanalyste, et que son inspiration psychanalytique est assez ténue en réalité. Il est pas vraiment inspiré par la psychanalyse dans sa propre théorisation critique. L'apport pour revenir à Manoni, qui a été beaucoup moins lu que Fanon, bien qu'il ait été c'est une des choses aussi qu'on essaye de faire apparaître dans le livre. C'est très intéressant, la circulation, parce que il a été très vite traduit, Manoni, alors qu'il a été quasiment ignoré en France au moment de la publication du livre par la communauté psychanalytique, mais il est très vite traduit aux États-Unis. Il y a plusieurs republications de son livre en anglais, et de fait il est régulièrement cité, Manoni, comme un auteur comme un auteur important par les théoriciens postcoloniaux. Donc il a eu, et puis on le fait revenir comme un inspirateur d'une ligne possible de questionnement de la question du racisme dans la psychanalyse française, mais c'était pas un auteur majeur en France sur cette question-là, bien qu'il ait été indicible
articles de Lacan, qu'il ait produit des articles importants, notamment sur le démenti, dans des revues qui n'étaient pas des revues de psychanalyse, comme Les Temps modernes. Donc voilà, il a à la fois circulé dans différents milieux intellectuels et en même temps, cet ouvrage Princeps, donc la psychologie de la colonisation, a été peu lu en France. Il y amène, donc c'est ce que disait Livio tout à l'heure, le concept de situation coloniale qui va ensuite être repris par des sociologues, des anthropologues, où l'apport majeur, c'est que on ne peut plus, à ses yeux, ne pas tenir compte de la complexité de la construction de la scène coloniale en étudiant ce que faisait par exemple la psychiatrie coloniale, l'école d'Antoine Porot dans l'Algérie française, en étudiant dans le contexte colonial uniquement les colonisés. L'apport de Manoni, c'est de saisir la relation coloniale comme mettant aux prises les colons et les colonisés. Et évidemment, ça change complètement le regard qui n'est plus un regard, disons, ethnographico-psychiatrique qui pathologise d'emblée la position des colonisés et les assigne à une position de sauvage. Et donc, cette position de colonisé, elle est désormais envisageable depuis, à partir, disons, du regard colonial lui-même, c'est-à-dire le regard colonial devient lui-même un objet d'étude à partir disons, de l'implication et de l'influence des colons sur les rapports sociaux qui se constituent dans l'espace colonial. Et bon, il a quelques scènes intéressantes que peut-être, Livio, tu pourrais évoquer, par exemple dans des scènes de la vie quotidienne où on voit le type de circulation d'affect et d'entre-affectation mutuelle qui se crée dans la situation coloniale. Je pense à son entraîneur de tennis et à la manière dont Manoni se trouve aux prises avec lui-même, donc puisqu'il raconte comme ça ses propres expériences dans son livre, dont il se trouve lui-même aux prises avec un malentendu, dont il sait faire quelque chose, et c'est un des apports de Manoni et la fécondité de son travail pour nous, c'est d'avoir pu saisir comme ça, par une observation très fine, des scènes tout à fait banales de la vie coloniale qui montraient le type de ratage que la situation entre colons et colonisés, que la situation elle-même ne pouvait que produire. Peut-être, Livio, tu peux rebondir là-dessus. Je sais pas, j'hésite s'il faut rentrer dans les théâtres. En effet, dans les théâtres colonial, en effet, cette question et cet épisode, dont il est question de la psychologie de la colonisation, est relié à toute une littérature aussi qui existait dans l'ethnographie sur la question africaniste en particulier. On le trouve ça chez Lévi-Bruhl, par exemple, dans la mentalité primitive, sur la question de savoir pourquoi souvent quand, par exemple, un blanc donnait un médicament ou offrait quelque chose à un noir dans des contextes, surtout en Afrique occidentale, etc., cela n'engendrait pas de la gratitude chez la personne qui les recevait, mais ça engendrait un phénomène selon lequel la personne qui recevait un don ou une action bénéfique, etc., se sentait légitimée à en demander ultérieurement, voire à l'infini. Et considérer non pas d'être endetté auprès de l'autre, mais au contraire considérer son bienfaiteur endetté, redevable. Oui. Et ça, Manoni s'intéresse à ça. S'intéresse rentre dans ce débat et il essaye d'une certaine manière il avance par rapport à Lévi-Bruhl. Lévi-Bruhl avait déjà ouvert des brèches, mais il considère d'une certaine manière que c'est une manière
pour l'indigène, pour les non blancs, etc. De s'affilier les blancs, de les faire entrer quasiment, dirait les anthropologues contemporains, peut-être de les cannibaliser, mais les cannibaliser au sens symbolique, c'est-à-dire, tu as voulu rentrer dans mon univers, tu m'as sauvé la vie, tu m'as donné un objet, tu es rentré dans mon monde, maintenant tu en fais partie. Et donc, je t'avale. Je t'avale symboliquement et je t'ai fait rentrer. Donc, je te mets à la place d'ancêtre, je te mets à la place de... Mais c'était loin pour Manoni, loin de traduire un sentiment, d'ingratitude infantile, etc. C'était une manière, cette absence de contre-don. Mais cette demande par surenchère traduit d'une certaine manière un autre mode d'affiliation que Manoni appellera de façon maladroite complexe de dépendance, mais que les anthropologues continuent à travailler aujourd'hui. Je pense à tous les travaux contemporains qui reprennent par exemple la question de la cannibalisation symbolique de l'autre. Donc il y a, mais tout ça est lié et ça, voilà, c'est aussi une interlocution avec les moyens de la psychanalyse, avec toute une série de questions sur la relation colon-colonisée qui quand même existait dans une partie de l'ethnographie et de l'anthropologie française, en particulier, voilà, autour de l'école de Lévi-Brul. Peut-être aussi pour finir de répondre à ta question, il y a une très forte affinité, il me semble, et on peut partir de ce qui vient de se dire à propos de Manoni pour le saisir entre Manoni et Fanon, c'est leur avant-gardisme sur un point précis qui est leur manière de construire une méthode, une épistémologie située bien avant l'heure, bien avant que ça devienne à la mode. C'est-à-dire, ils s'incluent, et c'est aussi bien le cas pour l'un que pour l'autre. On peut penser, par exemple, dans Peau noire et masque blanc, à la manière dont Fanon rapporte beaucoup de situations dans lesquelles il est lui-même inclus, en particulier la plus connue, la scène de bus à Paris où Fanon est dans le bus et il y a une dame avec un petit enfant et l'enfant dit à sa mère « Oh maman, regarde un noir » et donc assigne Fanon à la position de l'autre racialisé, évidemment avec une connotation affective d'angoisse, de peur, etc. Donc ils ont des manières qui leur sont propres, c'est des styles assez différents, mais dans cette différence de style, il y a un point de convergence très fort qui est de ne pas pouvoir théoriser ces situations sans en passer par la position qu'il oui et puis et pragmatique. Voilà, et puis surtout par un regard situé, et c'est ça qui fait la puissance de leur développement, c'est que ils ne sont pas en dehors des enjeux qu'ils cherchent à saisir. C'est à partir de leur propre implication dans les scènes qu'ils décrivent, des scènes de racisme voilà, tout à fait manifestes, auxquelles ils prennent part, voilà, en général à leur corps défendant, mais en faisant retour sur la manière dont eux-mêmes sont non seulement affectés par la scène dans laquelle ils sont pris, mais comment ils s'en dégagent, quel écart ils sont à même de produire pour pouvoir en proposer une théorisation critique. Et effectivement, voilà, ça c'est un point de convergence très fort entre eux, cette capacité à mettre en œuvre une épistémologie située du fait, voilà, d'avoir un objet de travail qui les implique personnellement de manière, voilà, très directe, très frontale et parfois très violente aussi. Tu veux compléter ça, Livio, non? Non, pas forcément. Je me demandais, alors là, je pars un peu dans la cuisine interne, mais comment on travaille à deux mains sur un ouvrage, enfin à quatre mains, pardon, 2 personnes et 4 mains sur un ouvrage comme celui-là? Comment se construit
l'intégration des deux pensées, comment est-ce qu'on surmonte les désaccords éventuels? On voit que vous n'êtes pas toujours d'accord sur tout, hein, encore dans la conversation, mais voilà, ça semble très fluide et tout. Est-ce que c'est une démarche, voilà, naturelle, évidente, féconde, compliquée? J'ai envie de prendre par une boutade de botte pantouche. Qui serait celle, il y a quelqu'un qui est connu ici, qui a eu un certain poids, qui est Pierre Legendre, qui disait qu'il y avait la formule: pour être deux, il faut être trois. C'est-à-dire il faut un troisième terme. Et j'ai l'impression que pour nous, ça a été, on a pu travailler aussi parce qu'on avait les collectifs. Et donc, le collectif a fonctionné pour nous, pour ne pas rester dans un duel, justement, ou dans une dualité. Il y avait cet espace où on pouvait mettre à l'épreuve nos hypothèses de travail. Moi, je venais avec mes travaux en histoire de la psychanalyse. J'avais travaillé sur la psychanalyse indienne. Je m'intéressais à la géographie de la psychanalyse, à la géographie des savoirs, etc. Sophie travaillait beaucoup, arrivait avec un travail plus conceptuel sur la notion de démenti. Une notion importante et mineure à l'intérieur de la psychanalyse, mais très importante, et sur une approche à la question, disons, de la clinique des sujets qui se présentent comme racisés, qui réclament ça sur le divan, qui mettent ça en avant. Et à partir de ça, grâce aussi à cet espace, on a pu construire un autre objet. Mais je pense que ça a été très important de pouvoir nous écouter, nous répondre indirectement, pouvoir après je vais pas dévoiler tous les secrets de l'écriture à Catherine. Non, mais peut-être justement sur est-ce que c'est une question qu'on vous pose ou bien je suis la première qui ose? Non, c'est vrai que cette question est déjà venue. On est dans un lieu de chercheurs et c'est des questions qui dans toute vie de chercheur se posent à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on écrit en collaboration ou seul? Et souvent quand on écrit en collaboration dans le monde de la recherche, c'est pas une vraie collaboration, non? Mais là, on sent un travail énormément intégré, et donc voilà. Juste, je voudrais rajouter sur la tiercéité, enfin être trois, donc voilà, les préoccupations préalables. Livio avait déjà travaillé beaucoup sur Manoni, sur la psychanalyse en Inde, avant qu'on se mette à ce travail collectif, mais c'est peut-être aussi la position du tiers, là, c'est-à-dire du collectif qui compte. Ce collectif, il vient aussi à un moment de crise de la psychanalyse française, et je pense qu'il faut situer aussi dans un champ plus large son émergence, sa possibilité, la possibilité de ce collectif. C'est-à-dire que nous on arrive à un moment de l'histoire de la psychanalyse française où il y a eu un âge d'or qui est, disons, les années 70-80 en France, du fait de la présence de Lacan en France et de la manière dont le champ, ce champ-là, mais sur le plan sociologique, c'est constitué autour de ce théoricien majeur qui est vraiment une figure de maître, qui a été positionné comme ça dans la psychanalyse française comme, disons, une sorte de continuateur de Freud, mais avec une spécificité française. Voilà, c'est aussi un moment particulièrement fécond de ce qu'on a appelé la French Theory ailleurs, outre-Atlantique. Donc voilà, il appartient à la fois à un âge à un moment de la vie intellectuelle française, et il a reconfiguré autour de lui l'originalité, disons, et la fécondité de la psychanalyse française. Nous, on arrive après ça, c'est-à-dire au moment où les institutions psychanalytiques, les écoles, les associations sont largement en crise. Elle disparaît des programmes d'études dans les universités. Alors d'abord, il y a une crise, disons épistémique, c'est-à-dire la place dans les sciences humaines de la psychanalyse, effectivement,
maintenant est largement je sais pas, contesté et par d'autres disciplines qui sont ascendantes, disons, dans ce moment de la pensée, et en même temps à l'intérieur même des écoles et des associations, il y a un problème de recrutement, c'est-à-dire la transmission n'est pas assurée parce que les jeunes sont de moins en moins attirés par ce type aussi de rapport au savoir qui s'est constitué dans l'héritage lacanien, c'est-à-dire un rapport au maître, le grand maître, puis au petit maître, c'est-à-dire ceux qui eux-mêmes ont été formés par Lacan et qui ont poursuivi cette manière-là ce rapport-là, ce type de rapport-là à la psychanalyse, un rapport très internaliste, c'est-à-dire où on développe beaucoup, où on cherche à développer beaucoup en interne les concepts et les problèmes et très peu en extension, en dialogue avec les autres sciences humaines, et du coup on s'est retrouvé nous dans une situation où pour faire exister cette question-là du racisme et du rapport à la race, de la manière dont ce déterminant-là impacte les formations subjectives et les récits et les manières de se relier à soi-même et aux autres, on devait être à l'extérieur des institutions analytiques, c'est-à-dire que voilà, il y avait pas de possibilité de faire entrer ces questions dans les institutions existantes. Donc ça a joué un rôle important puisque il y a eu donc à peu près 1 an avant la rédaction de ce livre une joute publique qui a donc fait émerger un camp anti-décolonial dans la psychanalyse française, disons, voilà, puisque c'est comme ça qu'ils se sont définis. Donc, une tribune dans Le Monde qui rassemblait, voilà, la majorité des psychanalystes importants de la scène psychanalytique française, mettant en garde donc les usagers de la psychanalyse et plus largement les citoyens dans leur ensemble contre les dérives qu'ils jugent, enfin ceux qu'ils appelaient eux-mêmes des dérives idéologiques, voilà, qui prenaient en compte les questions postcoloniales et décoloniales. On a été donc amené à répondre à cette tribune dans une autre tribune qui a été publiée, elle, dans Libération, pour soutenir l'importance de faire droit à ces questions. Ça veut pas dire que y a plus que ça qui existe ou que voilà, tout est reconfiguré en fonction de cet axe-là de problématisation, mais que on peut pas aujourd'hui pratiquer la psychanalyse et prétendre la transmettre à des gens plus jeunes que nous sans tenir compte du fait que ces questions sont émergentes dans la culture et dans voilà, l'espace social plus largement, d'une part, et que elle préoccupe les jeunes cliniciens qui eux-mêmes voilà, ils sont confrontés avec leurs patients. Donc on est dans l'empire du démenti là. Vraiment. Alors voilà, on est en tout cas alors le démenti pour j'enchaîne là-dessus peut-être un instant, le concept de démenti, c'est celui qu'on a essayé de mobiliser pour donner, disons, une impulsion propre à notre manière de penser le racisme dans son rapport à l'inconscient, impulsion propre parce que voilà, c'est pas un emprunt aux théories anglo-saxonnes déjà proposées. Et ça venait alors justement de la manière dont Manoni a pu penser à partir de son expérience du monde colonial français, a pu prolonger, mais ça c'est notre rapport, c'est-à-dire c'est quelque chose que Manoni n'a pas lui-même amené dans la suite de sa psychologie de la colonisation. On a donc cherché
cherché à articuler sa manière de penser la scène coloniale avec son grand article, donc dans les temps modernes, en 64, je sais bien mais quand même, qui est la formule du démenti, donc qu'il emprunte à Freud, qu'il avait pensé d'abord dans sa réflexion sur le fétichisme. C'est de là que vient le concept de démenti chez Freud, et puis ensuite qui en a élargi la portée. Et l'originalité de Manoni, c'est de rattacher non pas le démenti à une perversion, puisque dans la nosographie freudienne, le fétichisme est pris dans une logique perverse, c'est-à-dire de refuser la castration, donc c'est-à-dire la manière dont on est confronté à sa propre impuissance et les jeux qu'on met en place pour ne pas être rattrapé, disons, par l'angoisse que suscite l'expérience de sa propre impuissance. Donc ça, c'est ce que Freud appelle la castration. Je le dis dans ces termes-là. Et donc il y a des stratégies que les sujets mettent en place pour ne pas succomber à ce que Freud appelle l'angoisse de castration. Le démenti fait partie de ces stratégies défensives pour se défendre de cette angoisse-là. Et au début, donc Freud le rattache au fétichisme, donc à la constitution d'un fétiche qui vient se mettre à la place du signe de l'impuissance de l'autre qui nous renvoie à notre propre impuissance. Donc le fétiche contredit, disons, vient contrecarrer cette expérience d'impuissance. Mais Manoni, et c'est ça son originalité dans sa manière de se saisir du démenti, Manoni pense plutôt les choses avec la croyance et généralise ce processus du démenti en l'élargissant donc bien au-delà de la pratique un peu spécifique quand même du fétichiste, et il en fait un autre objet d'une certaine manière qui permet de penser la contradiction de la croyance et du savoir, c'est-à-dire je sais bien mais quand même, c'est ça la forme rhétorique que ça prend. Je sais bien que, donc du côté du savoir, que les races n'existent pas, l'UNESCO l'a déclaré haut et fort au début des années 50. La science, les scientifiques ont repris, disons, cette position officielle-là. Les races n'existent pas du point de vue scientifique, mais quand même, ça m'arrange bien de croire aux races. Et il a toute une démarche. Un peu comme toujours chez Manoni, les choses sont pas frontales. Il y a beaucoup de circonvolutions. Il passe par l'anthropologie et une anthropologie un peu qui ne renvoie pas directement au monde colonial, pour saisir comme ça comment on a besoin d'une construction sociale particulière. C'est le propre du démenti d'être une construction sociale, c'est-à-dire de saisir des représentations qui vont soutenir des croyances qui sont des représentations contagieuses, c'est-à-dire Manoni fait cette petite référence à Lévi-Strauss dans son article des temps modernes. On croit pas en tant qu'adulte au Père Noël. Il fait référence à l'article de Lévi-Strauss, le Père Noël supplicié. On croit plus au Père Noël, mais quand même on y croit, c'est-à-dire que ça nous arrange bien que nos enfants continuent à y croire. Ça nous permet de à la fois abandonner une croyance parce que le réel a démenti cette croyance. Les faits sont têtus. Et l'abandonner, mais en même temps ne pas l'abandonner parce que
un autre y croit pour nous et ça permet de maintenir quelque chose qu'on sait être absurde, de se prolonger. Voilà, mais dont il y a une satisfaction et c'est autour de ça que Freud élabore les choses. Il y a une satisfaction à laquelle on n'est pas prêt à renoncer. Et donc voilà, on se préserve de cette perte, de la perte d'une satisfaction à laquelle on tient au-delà du raisonnable, donc en maintenant une croyance à laquelle on a renoncé, mais donc sans y renoncer. Ça produit comme ça un nœud de contradiction assez particulier qui est bien résumé dans cette formule rhétorique du « je sais bien mais quand même », c'est-à-dire on s'accroche à quelque chose à quoi voilà, on a dû renoncer sans arriver à y renoncer. On sent bien la richesse des clés d'interprétation que fournit l'ouvrage. J'aurais plein de questions à vous poser, notamment sur la circulation des idées, mais je vois le temps filer et il y a une question importante sur laquelle je voudrais revenir, que j'avais abordée au tout début de cet entretien. Et d'ailleurs, voilà, l'empire du démenti précédé d'un 1. Donc on comprend que le programme, c'est... je ne sais pas moi, 2 livres, une trilogie, une fresque, une quadrilogie, une encyclopédie. De quoi s'agit-il? Quel est le programme et que nous annoncez-vous pour la suite? Ben oui, on s'est engagé. Il faudra maintenant faire au moins un deuxième. Il y aura un deuxième tome, sûrement, peut-être un troisième. Maintenant, on travaille sur le deuxième tome. Ça sera plutôt, comment dire, partir de l'idée que le racisme n'est pas, encore une fois, une question, n'est pas de l'ordre du duel, ne comporte pas uniquement, en fait, c'est une affaire là aussi qui se joue, qui implique un troisième terme, en réalité. Et donc, par exemple, l'État. Question très compliquée de savoir quel rôle joue l'État, très débattu en philosophie politique, évidemment. C'est-à-dire de voir comment le racisme n'est pas un phénomène spontané, naturel ou culturel, mais un phénomène politique. Et donc qui est capturé par entière et modélé, façonné, etc. Ce sont toutes les discussions actuelles qu'il y a autour des notions comme racisme systémique, racisme d'État. Mais il faut, encore une fois, alors nous on va essayer de s'insérer dans ces débats actuels qui parcourent le monde militant, la philosophie politique, mais avec nos outils à nous, qui sont les outils de la psychanalyse encore une fois. Et donc qu'est-ce qui fait quel est un des grands éléments qui sert à penser la question de la tiercété en psychanalyse? C'est le surmoi. C'est la question du surmoi qui permet de sortir, disons, de la dualité conscient-inconscient, moi, ça, etc. Et donc, d'une certaine manière, je l'ai dit de façon très, très générale, on va s'appuyer sur sur révisiter la question du surmoi et voir quelles sont les dimensions paradoxalement surmoïques des constructions raciales et racistes. Et donc, encore une fois, ça fait partie de ce travail qui est lisible aussi dans ce premier tome, qui veut vraiment, bien sûr, s'écarter de toute conception, disons, du racisme comme quelque chose qui serait lié à une sorte de d'haine de l'altérité, enracinée dans les tréfonds de la subjectivité humaine, etc. Non, il s'agit d'analyser des constructions collectives et cette fois-ci, on va essayer de l'envisager à partir de la philosophie politique et de la question du surmoi. C'est ça. Ça, c'est le deuxième tome, mais tu me parlais même de 3 ou 4 d'un Non, mais par contre, il y a un autre livre en préparation qui va apparaître avant le deuxième tome. Donc ça ne fait pas partie du... Non, qui sera Livio, je te laisse... Et actuellement, on est dans une bibliothèque, donc on peut bien continuer à enchaîner à parler des livres. Et oui, on coordonne avec Sophie, mais c'est un travail qui mobilise une trentaine de chercheurs qui disséminés sur les 4 ou 5 continents. On fait qui s'appellera un atlas critique du freudisme, où on essaye d'envisager l'histoire de la psychanalyse à partir du Sud. Du monde extra-européen ou extra-occidental, c'est-à-dire faire une autre cartographie, une histoire de la psychanalyse par ses marges,
Donc par les Afriques, par l'Asie, par les Caraïbes, par l'océan Indien, par des espaces, et essayer à partir de l'idée que il y a un enjeu de comment on se représente l'histoire de la psychanalyse comme une histoire purement occidentale, eurocentrée, mais en fait, comme peut-être qu'on l'a montré aussi aujourd'hui, en montrant par exemple comment cette expérience malgache pour Manoni ou cette expérience du monde colonial a joué un rôle dans la formation d'un psychanalyste important, donc qui en réalité, par exemple, les espaces coloniaux, même s'ils n'apparaissent pas directement dans la psychanalyse française, jouent un rôle. Eh ben, on prolonge cette idée en faisant vraiment, en s'intéressant à des circulations et à des effets parfois indirects qui ont eu l'expérience ou bien d'analystes européens qui se sont retrouvés à un moment donné dans l'hémisphère sud, dans le monde colonial, ou bien des tentatives de greffe d'usage de la psychanalyse dans des moments dans des situations politiques et géographiques très éloignées. C'est une histoire discontinue. L'histoire de la psychanalyse dans les mondes non européens, non occidental, à différence se présente comme une histoire fragmentaire, discontinue. Mais elle est intéressante aussi pour ça, parce qu'en psychanalyse, on travaille aussi avec les restes, avec ce qui n'est pas, ce qui ne fait pas continuum, ce qui ne fait pas forme. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine et un livre qui va donc paraître au printemps prochain. C'est un collectif. C'est un collectif. Sous votre direction. Tout à fait. Très bien, très chouette. Et vous m'avez parlé aussi d'un livre sur la Chine. C'est dans le même cadre ou bien d'un collectif? C'est dans ce cadre-là que vont paraître 2 articles sur la situation de la psychanalyse en Chine. D'accord. Et à Taïwan. Très bien. Bon, c'est très prometteur tout ça. Je vais juste vous remercier infiniment pour cet entretien que j'ai trouvé personnellement passionnant, d'autant plus passionnant qu'il est assez éloigné de mes champs de recherche, mais je savais parce que j'avais déjà entendu Livio à d'autres reprises que c'est toujours source de beaucoup d'inspiration et d'une grande ouverture que de l'écouter parler de l'histoire de la psychanalyse, et c'était très très enrichissant pour moi en tout cas ce soir. Je voudrais remercier très vivement toute l'équipe qui a permis de réaliser cet entretien, en particulier Dimitri à la technique, Anthony de la bibliothèque Julien Gracq où nous nous trouvons, qui m'a beaucoup aidé à préparer l'entretien, notre traducteur, et last but not least la librairie Vent d'Ouest, où vous trouverez en fait l'ouvrage à la sortie de la librairie. Et puis ceux qui veulent peuvent nous rejoindre pour boire un verre sur la terrasse en bas. Voilà. Merci beaucoup de cette invitation. Et à bientôt, on espère. Vous êtes toujours les bienvenus à l'Institut et à la bibliothèque Julien Gracq. Merci beaucoup.